Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo de cette nouvelle chaîne Star Gestion, l'hebdo de la finance. C'est la deuxième que je tourne. Aujourd'hui, le thème général que je voudrais aborder avec vous est double. La fameuse holding, c'est peut-être le mot qu'on entend le plus parler en ce moment dans l'univers financier et fiscal. Je voudrais vous raconter pas mal de choses sur ce fonctionnement de la holding, en tout cas pour ce qui nous intéresse d'un point de vue financier. Et on parlera des grandes nouveautés fiscales, le projet de loi de finances pour 2026, vous donner les premiers éléments de compréhension à ce sujet. C'est parti. La holding, premier grand thème de ce soir, de cette nouvelle vidéo. La holding, on entend beaucoup parler ces derniers temps. L'idée ici est d'évoquer son intérêt et pourquoi on le voit comme l'outil des riches, ou en tout cas de ceux qui ont un certain patrimoine financier. Il n'y a pas besoin non plus d'être les ultra riches ont tous leur holding, mais il n'y a pas besoin d'être un ultra riche pour avoir sa propre holding. Quel est l'intérêt? Déjà, la holding, ce n'est ni plus ni moins qu'une société comme une autre de base. On la crée comme n'importe quelle autre société, généralement sous la forme SAS, c'est-à-dire société par action simplifiée, le statut juridique actuel le plus courant. Alors, ce qu'il faut avoir comme en tête, c'est que l'avantage d'une société est multiple. Déjà, quand on est indépendant, quand on travaille dans sa propre structure, qu'on l'a créée, qu'on en est peut-être le fondateur, et qu'on tire de la rémunération de ces structures-là, ça vous offre un avantage que vous n'aurez jamais si vous êtes salarié, simple salarié d'une société. Donc déjà, avoir sa société, c'est un avantage. Alors quel est l'avantage d'avoir une société? Ben, vous pouvez vous prendre différents types de rémunération. Et vous pouvez même jauger quand est-ce que vous les prendrez, en pensant à l'impôt et les cotisations derrière. Si vous prenez une partie de ce que gagne votre entreprise en rémunération, bah, comme un salarié, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu. Et là, ça sera soumis aux tranches habituelles. Donc, je suis salarié, je suis dirigeant de la société, je peux me prendre une rémunération. 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, 5 000 € par mois. On verra vite que l'intérêt est de ne surtout pas tout prendre en rémunération. Et là, on est taxé au barème progressif comme tout le monde, comme n'importe quel salarié. 11%, 30%, 41% et même 45% pour la quote-part des revenus qui excéderait environ 150 000 €, 160 000 même maintenant. Évidemment, ce sera soumis à cotisation sociale. Mais si vous ne prenez pas tout ce que gagne votre entreprise, ou en tout cas le bénéfice restant, le gain restant, on va dire ça comme ça, en rémunération, eh bien, il va rester. S'il reste du bénéfice en fin d'année, parce que vous n'avez pas tout pris en rémunération et que malgré toutes les charges que vous payez, par déduction avec votre chiffre d'affaires, il vous reste de l'argent, vous faites un bénéfice. Et ce bénéfice-là, vous pouvez choisir de prendre des dividendes. Pas tout. Vous pouvez prendre des dividendes. Et les dividendes, vous le savez peut-être, c'est soumis à la flat tax à 30%. La flat tax, c'est donc un taux proportionnel, contrairement au barème de l'impôt sur le revenu qui, lui, est à taux progressif. Donc, dans les 30%, il y a deux choses. Il y a l'impôt sur le revenu et il y a de la CSG, prélèvements sociaux. Il y a l'impôt sur le revenu à 12,8 et de la CSG et autres prélèvements sociaux à 17,2, le taux faisant 30%. Mais sachez-le, si vous êtes en société, vous pouvez vous dire, l'année a été exceptionnelle. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai pris de la rémunération. J'ai pris des dividendes, mais je ne veux pas tout prendre. Si je fais un gros bénéfice, même en ayant pris une belle rémunération, je peux tout simplement me dire, à quoi bon prendre encore plus de dividendes? Je ne vais pas les utiliser. J'ai un niveau de vie comme tout le monde, je ne vais pas tout utiliser. Autant le garder dans la société, et je peux les prendre plus tard. Ou le réinvestir dans ma société. Mais tant que je les laisse dans ma société, ce n'est pas taxé entre mes mains. Ça ne se verra pas sur mon impôt sur le revenu. Ça s'appelle la mise en réserve. Voilà. Donc j'ai donc trois solutions d'affectation. Soit je vide le bénéfice et je prends tout en salaire, soit je prends pas beaucoup de salaire et la quote-part de bénéfice qui reste à la fin dans ma boîte, je la prends en dividende, mais c'est taxé aussi, soit je la laisse dans ma boîte. L'idée générale est un mix entre ces trois-là généralement. L'avantage des réserves,
c'est que il n'y a aucun texte de loi qui vous oblige à l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez garder l'argent dans votre société, les bénéfices que vous avez gardés dans la boîte, que vous avez choisi de ne pas prendre ni en rémunération ni en dividende. L'argent reste dans votre boîte, dans votre société. Vous pourrez réinvestir dans votre société ou au contraire placer à l'extérieur, placer cet argent-là ailleurs, acheter des parts dans d'autres sociétés, vous désendetter votre société, avoir une trésorerie de sécurité, qu'importe. Vous avez d'autres solutions. Sur les avantages de la société, voyons ce qui emmène la holding. Une holding, déjà, le but d'une holding, c'est pas vraiment d'exploiter une société commerciale. C'est pas le but. Le but, c'est de détenir d'autres sociétés. Détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc, généralement, quelqu'un qui a une holding, il n'a pas une, il a deux sociétés. Une société qu'il exploite, où il fait son activité, il vend des choses, ou alors il fait des formations, ou il fait d'autres prestations. Et l'argent que gagne cette société-là, il la détient pas en nom propre. Il la détient par le biais de sa holding. Par contre, c'est bien vous qui détenez votre holding. Souvent, on dit, c'est quoi l'intérêt? On entend plein de choses. Ça permet de centraliser la gouvernance des filiales. Bon, ça c'est pour les grands groupes. Tous les grands groupes ont une société mère qui détient des parts dans chacune des filiales. Sur les pays, une bonne partie. Ça permet de faire de l'optimisation financière et de remonter les dividendes. Et le fait d'être un groupe permet de gérer la trésor. Entre filiales, on peut gérer la trésor, se prêter de l'argent entre celles qui ont de la trésor excédentaire et celles qui sont un peu plus en difficulté. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal? Oui, ça s'appelle le régime mère et filiale, dont je vais vous parler ensuite. Ça permet, au niveau, quand la maison mère récupère les bénéfices des autres filiales, elle paiera moins d'impôts. C'est un avantage fiscal. Ça permet d'un point de vue stratégique de faciliter les acquisitions et le développement du groupe, tout simplement parce que si vous êtes une seule et même société, vendre des bouts de votre société n'est pas évident. Alors que si vous avez déjà créé votre groupe sous forme de petites filiales, chaque filiale individuellement, c'est plus facile de les vendre seules, comme vous le feriez avec une maison. Ça permet aussi de séparer les risques et de structurer tout un patrimoine, notamment pour les grandes fortunes. Comment ça fonctionne une holding? Justement, je vous mets ça là. Vous avez par exemple monsieur ou madame X, il va détenir 100%, au moins, une grosse partie en tout cas, de la holding, et elle-même va détenir 100% de la société commerciale. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a deux sociétés. La société qui exploite une activité de vente, de prestat, et la holding qui est un peu une coquille vide. Ou aux mêmes adresses que la société commerciale. Là, c'est une enveloppe juridique assez vierge qui possède pas grand-chose, si ce n'est des parts dans la société commerciale. C'est son actif principal. En gros, comment ça marche? Généralement, vous avez une société commerciale qui fait des bénéfices, et cette société commerciale, on va prendre des dividendes. Quand on gagne de l'argent, on a le droit de se rémunérer. Vous êtes déjà peut-être rémunéré en salaire, voilà, mais il en reste encore. Après avoir déduit vos charges et votre salaire par rapport à votre chiffre d'affaires, il vous reste peut-être du bénéfice. Et ce bénéfice-là, vous pouvez prendre des dividendes. Je prends des dividendes, les dividendes, ils ne sont pas à moi. C'est pas moi qui possède ma société. C'est ma holding. C'est la holding qui touche des dividendes. En fait, ces dividendes pour ma holding, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires. Là, c'est l'un de ses principaux produits. Et avec ce produit, moi-même, ma holding va probablement faire des bénéfices. Elle a des produits, et moi, j'ai des... à titre personnel, je m'aimerais bien récupérer cet argent-là. Donc, si je veux des dividendes issus de ma société commerciale, ça doit se faire en deux fois. Ma holding doit déjà prendre des dividendes dans ma société commerciale, et moi, ensuite, je prélève des dividendes moi-même dans ma holding. Voilà. Une holding, elle n'a généralement pas beaucoup de charges. Voilà. Donc, il restera forcément des bénéfices, dans le cas général. La société commerciale, elle est bel et bien soumise à l'impôt sur les sociétés, à 25%. 25% de ses bénéfices. Si elle fait 10 millions de chiffre d'affaires, ou moins plutôt, moins de 10 millions, elle a un taux préférentiel de 15%.
Ma holding, elle a un avantage. Les dividendes qu'elle touche, alors, c'est quand même soumis à l'impôt sur les sociétés, hein, mais sur les dividendes, elle va avoir une exonération à 95%. Si tu touches 5, que tu n'as pas de charge, imagine qu'elle n'ait pas de charge, ma holding, et qu'elle touche 100 de dividendes, et son bénéfice c'est 100, et ben elle va pas payer des impôts sur 100, et elle va payer que des impôts sur 5, parce qu'elle bénéficie d'une exonération à 95%. C'est un texte fiscal qui s'appelle le régime mère et fille. Et moi, si je prends in fine des dividendes, je vais payer la flat tax à 30% au barème progressif. Voilà comment ça marche. Prenons maintenant un petit exemple pour que vous voyez à quoi ressemble une holding. Dans la première vidéo, je vous avais parlé un peu de ce qu'était qu'un bilan et un compte de résultat. Là, j'accélère un peu le mouvement en vous montrant à quoi ressemble le bilan d'une holding. C'est pas comme le bilan d'une société où vous avez plein d'immobilisation, de machines, des PC, des stocks, si vous fabriquez des choses à partir de la matière première, des produits finis, un compte en banque. Dans une holding, il y a surtout des titres de participation. Et la holding est même un élément principal de fonctionnement pour racheter une société. On rachète surtout une société, pas soi-même, mais à travers une holding. Je constitue une holding, c'est ma holding qui rachète la société que je veux racheter. Voilà, je veux racheter une société, je vais faire un gros emprunt soutenu par ma holding, et ma holding va détenir les parts. Et là, c'est les parts dans la société que je viens de racheter, enfin ma holding, et celle qui subit l'emprunt. L'avantage numéro 1, ça permet de déduire des intérêts. Quand vous achetez quelque chose à titre perso, que pas déduire les intérêts de votre impôt sur le revenu. Ça marche pas comme ça. En revanche, vous pouvez le faire dans le cas d'une société. En société, on peut déduire ces frais. À titre perso, pour les gains que vous avez, vous pouvez plus difficilement déduire. En tout cas, là, vous pourriez pas. C'est tout l'intérêt. Et donc, cette holding, comme toute société, il y a un bilan et un compte de résultat. Le bilan de ma holding, elle porte un gros emprunt et elle porte les titres de participation. Le résultat de ma holding, elle va toucher des dividendes, voilà, de la part de la société dans laquelle j'ai des parts. Je suis content, je gagne des sous, et bien la holding me donne des dividendes. Parce que je l'ai décidé en assemblée générale. Elle me donne par exemple 8 000 euros. Mais moi, j'ai un emprunt. Ben oui, et moi, je le rembourse avec des intérêts. Le voici ici. Intérêt d'emprunt, 2 000. À côté de ça, j'ai d'autres produits divers parce que je lui refacture d'autres choses, ma filiale, et j'ai d'autres charges, des charges directes liées à des consommables, des frais de déplacement, des choses comme ça. Qu'importe. Les points essentiels, c'est que je touche des dividendes qui, pour ma holding, est un gain, un produit financier, et paye des intérêts d'emprunt sur les 300 000 euros. Produit, charge. Mettons que ma holding a des produits à hauteur de 14 000 euros, voilà, dont principalement des dividendes, mais pas que, les charges, notamment des intérêts. Et là, je vais avoir un bénéfice de 9 000. Et là, la crainte, c'est d'avoir à payer des impôts sur 9 000. La fiscalité n'est avantageuse. Je bénéficie du régime mère et filiale. J'ai le droit sur les dividendes que j'ai touchés, 8 000 euros, d'être exonéré à 95%. En fiscalité, on va donc déduire 7 600 des 9 000. Et on ne va pas me faire payer des impôts sur les 9 000, mais sur 1 400. Donc on a extirpé des gains imposables, 95% des 8 000 euros de dividendes que j'ai perçus. Simplifié, j'ai pris un taux d'impôt sur les sociétés à 25%. Pourquoi je peux bénéficier d'un taux à 15%. Bon là, j'ai mis 25%. Ma holding paiera 350. Le bénéfice net, si je repars des 9 000, qui est le vrai bénéfice avant impôt, ça va te faire 9 000 moins les 350. Ma holding va faire 8 650 euros de bénéfice. C'était pour vous expliquer ce que c'est que le régime mère et fille. Et sur ces 8 650, moi-même, à titre perso, puisque je possède ma holding, à titre perso, je vais pouvoir prendre des dividendes. Voilà l'idée. Je vais vous montrer maintenant 2 schémas. Un schéma pas optimisé et un schéma très optimisé. Pour mes schémas classiques, j'ai ma société commerciale grâce à laquelle je vis.
et où je travaille tous les jours. Je me prends des rémunérations, voilà, soumises à l'impôt sur le revenu, mais je me prends également, en fin d'année, comme ça a bien marché cette année, des dividendes. Parce que c'est pas moi qui les touche, c'est ma holding. Je vous rappelle, c'est ma holding qui est propriétaire de la société commerciale. Toujours utile. Et après, cette propre holding va me verser des dividendes à moi. Ça veut dire que là, pour une assemblée générale au niveau de la société commerciale, il faut une autre assemblée générale au niveau de la holding. Et je touche des dividendes. Moi, quand je vais toucher les dividendes, je vais être soumis à flat tax, 30%, comme à chaque fois. Après, la holding va très peu subir d'imposition, mais on lui prend 5%, puisque je vous rappelle, sur les dividendes touchés par la holding, on enlève, c'est exonéré à 95%. Moi, après, je touche moi-même mes dividendes, et c'est là où je vais être soumis à la flat tax à 30% dans le cadre de mon impôt sur le revenu. Et après, qu'est-ce que je fais de ça? Bah, si j'ai prélevé au total 10 000 euros de dividendes, c'est passé d'abord de la société commerciale à la holding. De la holding, ça m'arrive vers moi, comme 10 000 euros. Sur les 10 000 euros, l'État va me prendre 3 000. Il va m'en rester 7 000. Avec ces 7 000-là, si j'estime que j'en ai pas besoin tout de suite pour mes projets personnels, je peux les placer dans l'immobilier, dans des actions, du private equity, tout un tas de choses. Mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est quoi? C'est ce que je vais vous montrer là. Il y a une société commerciale, toujours la même. Il verse, parce qu'elle a bien gagné sa vie cette année, ça a bien fonctionné au niveau de mes affaires. J'ai prélevé des dividendes auprès de ma holding. La holding que je détiens 100% ou presque. Et je m'arrête là. J'ai pris une rémunération déjà de la société commerciale. On va partir de ce postulat-là. J'ai suffisamment d'argent pour lui. J'ai pris une rémunération. 3 000 euros par mois, ça me va. Pour mes projets. Je n'ai pas beaucoup de dépenses cette année supplémentaires. Et je me dis que ma holding, elle, bah, pourquoi ne pas en faire un véhicule de placement? Les dividendes, si j'en prends dans la holding, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ben, je paye la flat tax à 30%. Si j'ai pas besoin de ces dividendes pour vivre, si déjà ma rémunération du quotidien, hebdomadaire, mensuelle plutôt, me convient, qu'est-ce que je fais? Ben, l'argent, je le laisse dans la holding. Et qu'est-ce que je me dis avec la holding? Oh, on va quand même pas laisser dans la holding de l'argent qui dort. Et donc, on va le placer. Et plutôt que ce soit moi qui reçois l'argent en perso et qui paye la taxe à 30%, la flat tax, et qu'il ne m'en reste plus que 70%, et après je m'amuse à boursicoter, acheter des actions, des ETF, des parts de SCPI, pourquoi ça serait pas ma holding qui le ferait? Pourquoi ça serait pas ma holding qui achèterait des ETF, des actions, des parts des SCPI, du private equity, j'en sais rien. Tous les placements habituels que je fais à titre perso, à part le livret A et certains livrets précis, ma holding, elle peut très bien le faire. Et je peux même me dire, je prendrai des dividendes uniquement chaque année quand j'en aurai besoin, quand j'aurai envie d'acheter des choses à titre perso. Donc tant que j'ai pas besoin de l'argent, ou plus tard pour mes vieux jours la retraite, mais laissons l'argent dans la holding. Finalement, l'impôt que je paye, c'est moi qui vais le décider. Je paye des impôts sur mes salaires que je prends de ma société commerciale et des dividendes que je prendrai ma holding un jour. Donc, tant que j'ai pas besoin d'argent et que ma rémunération me suffit, je peux faire des placements par la holding elle-même et j'évite la flat tax. Et c'est ça qui pose un vrai problème d'équité fiscale en France. On se dit, c'est dégoûtant. Nous, salariés, nous ne possédons pas de société. Tout ce qu'on gagne, on paye des impôts dessus, des cotisations. Les personnes riches, ou même si elles sont pas riches, mais qui ont un niveau de revenu relativement confortable, eh ben, elles peuvent très bien décider qu'une partie de leur revenu, ça sera en rémunération, et l'autre en dividende. Et les dividendes, elles peuvent très bien les laisser dans la holding, dans les réserves de la holding, ne pas y toucher, et faire de l'argent avec ça, les placer, et ne même pas payer d'impôts là-dessus. Ou plus tard, quand j'aurai décidé de l'utiliser à titre perso. Et donc, il y a une rupture d'équité là-dessus qui essaye de changer le projet de loi de finances pour 2026. Et ça nous fait une magnifique transition. Deuxième thème du jour, le projet de loi de finances pour 2026. Vous le savez peut-être, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo,
Je suis auteur, d'articles d'actualité fiscale, ça fait partie de mon métier. Je suis à la fois formateur en finance fiscalité et formateur et auteur d'actualité fiscale, pour le site legifiscale.fr. J'ai écrit pas mal d'articles. Le projet de loi de finances a été, publié, récemment, le 14 octobre et il y a plusieurs éléments à intégrer là-dessus. Déjà, on sait que c'est un projet de loi de finances qui est très imparfait et très incomplet, puisque Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas utiliser l'article 49.3, ce qui signifie qu'il va y avoir énormément d'amendements et que ça va beaucoup négocier. On va avoir un périple parlementaire assez énorme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a pas mal de choses, notamment sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu avec revalorisé cette année, en principe, dans le but de faire des économies. Donc en gros, toute l'inflation de vos salaires, des hausses de salaire tout de suite, vous allez voir la différence. Quand votre salaire augmente à peu près à la même hauteur que l'inflation, en principe, l'impôt sur le revenu, avec les tranches du barème qui augmentent, absorbe tout ça. Là, ce ne sera pas le cas. C'est une hausse déguisée, simplement. D'autant plus que l'inflation est élevée. Là, elle semble maîtrisée à hauteur de 2%. C'est une taxe déguisée de 2%, ni plus ni moins. Justement, quelle est l'autre taxe de 2% qu'on a eue? Voilà la grande nouveauté. Puisque je parle des holdings aujourd'hui, je vous parle ici du projet de loi de finances pour 2026 qui prévoit à son article 3, je l'ai mis ici, de créer une taxe sur les holdings. Ce qu'on vient de voir actuellement. Alors du coup, quelle est l'idée? L'idée, c'est de taxer les holdings, les sociétés. Les holdings ne sont pas 100% visés. Ici, c'est une taxe qui va viser toutes les sociétés, les holdings familiales et patrimoniales qui sont visées. En gros, on vise les patrimoines non professionnels. Du moment que votre société a du patrimoine professionnel, c'est pas taxé. Donc en gros, des parts dans une société, à l'actif du bilan, c'est pas taxé. Mais si vous avez de la trésor qui dort, issue d'anciens dividendes que vous n'avez jamais pris, là, c'est taxé. Alors, qu'est-ce qui va être taxé, clairement? Je vous l'ai dit, ça posait un problème d'équité. La valeur vénale de tous vos actifs doivent atteindre au moins 5 millions. La valeur vénale, c'est la valeur de votre bilan. Donc, tout ce que possède votre société doit dépasser 5 millions d'euros. C'est pas tout le monde, déjà. Deuxièmement, il faut que vous ayez des revenus passifs dans votre société. Quand on calcule son bénéfice, on doit regarder la colonne produit et il faut que l'essentiel provienne de dividendes, d'intérêts et de produits financiers. Des loyers, des intérêts, des dividendes, des choses comme ça. Donc, si vous avez une société commerciale détenue par une holding et que vous ne prenez pas vos dividendes et qu'au fur et à mesure, ça dépasse un jour 5 millions d'euros en patrimoine, notamment dans le compte bancaire, les dividendes d'or sur un compte bancaire, ça peut devenir taxé. Et troisième condition, il faut que ça reste quelque chose de familial. Il faut qu'au moins un tiers des droits de vote soient détenus par des personnes physiques et non pas par d'autres sociétés. Donc un cercle familial. Et là, il va falloir gratter dans le détail. Est-ce qu'une holding détenue par une autre holding, ça passe aussi? On peut toujours imaginer des structurations qui permettent d'éviter, mais généralement, les fiscalistes et ceux qui conçoivent les textes en tiennent largement compte. Le taux, ça sera 2%. 2% par an du patrimoine détenu par des holdings passives, des holdings patrimoniales. Sachant que seront exclus toutes les sociétés qui ont une activité opérationnelle. Donc, les holdings qui ne sont pas vraiment des holdings, mais qui ont également une autre activité. Donc, la question est de savoir quand est-ce qu'on va considérer que c'est une activité opérationnelle ou pas, si à titre principal ou accessoire. Voilà, ça correspond à la valeur. Donc, tout ce qui est actif professionnel, on ne le prend pas. Que ce soit des actifs non professionnels. Voilà l'idée. Donc, du coup, comment on va distinguer ce qui est professionnel, ce qui ne l'est pas? Des parts dans une société, ça ne l'est pas, mais des parts d'action, là, du coup, ça le devient. Mais quand est-ce qu'une part dans une société devient taxable ou pas? C'est très compliqué. Il va falloir lire entre les lignes. Le texte fait 6-7 pages. Je ne l'ai pas encore lu dans le détail. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà vu d'autres articles, notamment dans le quotidien Les Échos, disant que
il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et qu'il y aura quand même pas mal de techniques pour contourner cet impôt, et c'est un risque. Il peut encore évoluer par amendement. Entrée en vigueur dès 2026. Rendement attendu, 1 milliard d'euros, qui est très loin de l'objectif initial, qui était la taxe Zuckman. Taxer tout. Tous les patrimoines détenus qui feraient plus de 100 millions d'euros, elle est taxée à 2%. Tout, y compris tout ce qu'il y a dans les holdings. Et là, c'est pas le but. C'est juste le patrimoine non professionnel détenu par la holding. C'est pas que là, les revenus attendus sont beaucoup moindres. Voilà là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets intéressants à voir? Oui, il y en a pas mal. Si vous avez des véhicules professionnels, sachez-le, la TVS, retour, la taxe sur les véhicules de société, enfin ça a changé de nom, vous avez la taxe sur les émissions de CO2 et la taxe sur les polluants atmosphériques. En gros, vous la payez si, dans une société, vous avez des véhicules 5 places, pas des utilitaires, des véhicules. Et bien ces véhicules-là, la taxation va augmenter. Alors, il y a 2 ans, on avait déjà eu un vaste mouvement de hausse progressif de 2024 à 2027. Et bien, ils se sont dit, on va rajouter 2028. Et la hausse continue. Et vous avez également un rehaussement également de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, qui était une taxe lisse sur les véhicules de société, qui dépendent de la pollution. Et en gros, là où vous allez vraiment être taxé, c'est sur vos véhicules diesel. Si vous êtes à l'électrique, vous ne la payez pas, cette taxe. Si vous êtes au diesel, en ce moment, vous payez 500 € par an sur ce véhicule 5 places détenu par votre société, détenu ou loué. En 2026, ça sera 650. En 2028, 800. Et en 2027, 800. Et en 2028, 950 € par véhicule. Imaginez si vous avez une grosse flotte de véhicules. Voilà à titre professionnel ce qu'on va avoir. Le reste, j'ai envie de dire, dans le monde des sociétés, on est quand même assez peu impacté. On a un avantage même, je dirais. Bon, il y a la taxe sur la contribution exceptionnelle des bénéfices, oui, mais c'est les grandes entreprises de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur la multinationale. Ça ne concerne pas la plupart de vos entreprises. Mais on a quand même un avantage, c'est ça. La CVAE. La CVAE, elle devait être supprimée en 2030. Finalement, ça devrait être en 2028. C'est encore le temps de changer. Et c'est déjà la 4e réforme en 4 ans. C'est du délire. Loi de finances pour 2024, 2023, pardon. Loi de finances pour 2023, on va supprimer la CVAE en 2024. Et finalement, 1 an après, ah ben non, on va la supprimer en 2027. Et 1 an encore après, donc l'an dernier, on va la supprimer en 2030. Bah là, moins inverse, on va la supprimer en 2028. Et sur 3 ans. Donc 2026, 2027, 2028. Donc 2026, elle baissera d'une partie. En 2027, d'une autre partie, d'un deuxième tiers. Et en 2028, suppression totale. Alors, pour faire simple, le taux maximum payé par les boîtes de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, le taux de la CVAE, basé sur la marge, est actuellement de 0,28%. 0,28% de la valeur ajoutée, donc de la marge. Et en 2026, ça sera de 0,19. Et en 2027, ça sera 0,09. Et en 2028, ça devrait être supprimé. On gagne 2 ans sur la réforme, pour le moment. Voilà les avantages pour les entreprises. Voilà les petites nouveautés que je pouvais dire. Une contribution sur les holdings qui peut vous conserver. Une baisse de la CVAE qui va toucher toutes les boîtes de plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et pour la CVAE du coup, et la TVS qui va concerner toutes les sociétés qui disposent d'un véhicule de société. Voilà, je pourrais vous parler la prochaine fois plus en détail de ce qui touche l'impôt sur le revenu. Mais là, j'ai déjà bien avancé, on va s'arrêter là. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.